Bonjour, bienvenue aux conférences FQCC. Mon nom est Michel Dupuis. Je vais vous présenter aujourd'hui un sujet fort d'actualité qui est l'énergie solaire de la tente à l'autocaravane. Pour débuter, peut-être me présenter un petit peu. Moi, à la base, je suis un technicien en électronique, tout ça. J'ai une formation aussi au niveau des différents manufacturiers de VR. Également, je suis technicien aussi de VR. Et je travaille également au niveau de l'industrie du solaire en tant que tel. Je suis un campeur moi-même, donc je connais très bien là, tout ce qui est la problématique d'autonomie puis tout ça. Puis également conférencier au niveau des événements, tout ça, de la FQCC, différents rassemblements. On va commencer pour, dans le fond, décrire un petit peu en bref qu'est-ce qu'est l'énergie solaire. Dans le fond, l'énergie solaire, au niveau du VR, ça fait une fonction de générateur d'électricité, de générateur d'énergie. C'est une alternative vraiment avantageuse par rapport à d'autres sources d'énergie, surtout quand on veut faire de l'autonomie complète. Je pense au remplacement des génératrices et de l'électricité domestique aussi. Et aussi, la chose qu'il faut savoir, c'est que l'énergie solaire en tant que telle, c'est une énergie qui est instantanée, c'est-à-dire que si on ne l'emmagasine pas, on ne la stocke pas, à ce moment-là, bien, cette énergie-là est perdue. Fait qu'à ce moment-là, le côté batterie en tant que tel, c'est un facteur très important au niveau du système d'énergie solaire. Au niveau des avantages, il y en a beaucoup. Entre autres, l'autonomie, c'est silencieux, c'est écologique. Il n'y a pas de pièces mobiles en tant que telles non plus au niveau du système d'énergie solaire. Il n'y a pas d'émissions et aussi il y a très peu de maintenance à faire au niveau du système. Fait qu'il y a beaucoup d'avantages par rapport aux solutions qu'on parlait tantôt, entre autres au niveau de la génératrice, qui nécessite quand même un grand entretien. Par contre, dans le fond, vous allez le voir au travers de la présentation, ça l'amène quand même l'utilisateur à une certaine prise de conscience, un changement d'habitude au niveau de la consommation. Parce que vu qu'on n'est pas relié au réseau ou à une source d'énergie constante, bien, dans le fond, l'énergie solaire, ça devient notre source d'énergie. Fait que vu que le soleil varie beaucoup dans le temps, puis on va le voir dans les prochaines diapositives, à ce moment-là, il faut être conscient de ça. C'est la même chose que les réserves en eau au niveau de notre VR. Bien, les réservoirs ne sont pas d'une quantité infinie. Fait que c'est la même chose au niveau de la quantité d'énergie embarquée au niveau des batteries. Au niveau du soleil, dans le fond, rapidement, puis ce n'est pas un cours de physique que je vais vous faire non plus, c'est dans le fond de vous montrer c'est quoi le potentiel solaire au niveau, dans le fond, qui nous parvient au sol de façon très réaliste aussi. Parce que dans le fond, entre le soleil qui nous provient du soleil au niveau de l'atmosphère, des couches extérieures, il y a environ une densité d'énergie équivalente à 1360 watts par mètre carré. C'est quand même beaucoup d'énergie. Par contre, dans le fond, la radiation solaire qui nous parvient au niveau du sol est grandement variable par différentes choses. C'est-à-dire qu'il y a une certaine absorption, dans le fond, il y a une diffusion au niveau de l'atmosphère, il y a une filtration de certains types de rayonnement. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui nous parvient au sol de façon pratique, puis ça, c'est dans les meilleures conditions, puis ça peut varier aussi selon les nuages, la pollution atmosphérique, tout ça, la latitude où on est, puis évidemment, bien, la saison de l'année puis l'heure du jour. Fait qu'à ce moment-là, au sol, il nous parvient environ seulement entre 800 à 1000 watts par mètre carré, mais qui est quand même une énergie super intéressante. Fait que dans le fond, juste d'entrée de jeu, là, mentionner cet fait-là au niveau des possibilités. Le solaire, est-ce que c'est un bon investissement? Oui, c'est un bon investissement parce que dans le fond, qu'est-ce que ça vous permet? C'est d'avoir, dans le fond, une autonomie au niveau, si vous êtes en tente, en randonnée pédestre, tout ça, puis que vous voulez alimenter vos appareils portatifs tels des téléphones, des GPS, etc., des ordinateurs,
tous les appareils électroniques. Fait que dans le fond, évidemment, bien, quand on est en randonnée pédestre ou en tente, souvent, on est vraiment hors des sentiers battus. Fait qu'à ce moment-là, l'énergie solaire, c'est une énergie qui nous suit. Fait que ça peut être très intéressant au niveau de la mobilité. Ça assure aussi une bonne sécurité et une tranquillité d'esprit au niveau de notre indépendance énergétique. Fait que ça aussi, c'est très intéressant versus que tout le temps de se fier d'avoir une prise de courant, tout ça, ou d'avoir recours à la génératrice, comme on parlait tantôt. Ça a aussi un très, très grand impact au niveau de la santé de la batterie de votre VR, si on parle de VR en tant que tel, parce que c'est une recharge qui est constante, qui est variable aussi, versus que des fois, au niveau d'une génératrice, tout ça, ça va être un apport d'énergie seulement pendant 1 heure ou quelques heures, dans le fond, tandis que l'autre, c'est de longue haleine. Fait que c'est très positif au niveau de la durée de vie, puis au niveau de l'entretien de la charge de la batterie du VR. Ça a aussi un gros impact sur la réduction de prix au niveau des terrains de camping, parce que si vous regardez un peu les tarifs des terrains, bien, entre un terrain qui a des services et ceux sans service, bien, à ce moment-là, il y a quand même une certaine économie malgré l'investissement initial au niveau du système d'énergie solaire. Chose très, très importante, c'est que ça nous donne accès à un plus grand nombre de terrains de camping en tant que tel. Puis aussi, c'est que vous pouvez vraiment sortir des sentiers battus en tant que tel. Puis s'il y a un endroit que vous aimez au bord d'une falaise, au bord d'un lac, puis tout ça, puis qu'il n'y a pas de camping en tant que tel ou de terrain attitré, bien à ce moment-là, avec votre VR, votre tente, tout ça, bien, vous pouvez être quand même avoir une belle autonomie électrique à ce niveau-là. Fait que c'est intéressant. Puis aussi, bien, c'est un bon investissement le solaire, bien évidemment, parce qu'on est plus dépendant au niveau des génératrices puis du ravitaillement de carburant. Fait que, il y a des gens, des fois, qui vont partir pendant très longtemps. Fait que si on est très loin des services de ravitaillement d'essence, bien, ça peut être très intéressant aussi. Fait que oui, c'est un bon investissement, le solaire. Vraiment une très brève comparaison, puis pourquoi que je fais cette comparaison-là de densité d'énergie entre, exemple, au niveau du camping, une énergie qui est très, dans le fond, populaire, puis qui fait partie de presque tous les VR en tant que tel, ou sinon du camping en tente, c'est l'énergie, dans le fond, qu'on peut avoir au niveau du propane. Fait que dans le fond, cette diapositive-là, c'est pour vous montrer un peu la densité d'énergie qui est très différente entre qu'est-ce que le propane peut nous apporter versus qu'est-ce qu'une batterie peut nous apporter. J'avais fait certains calculs il y a quelques années, puis dans le fond, le rapport, c'est environ 31 à 1 au niveau de qu'est-ce que le propane peut nous apporter versus les batteries. Qu'est-ce que ça veut dire en bref pour vous? Tout ce qui est l'aspect chauffage, l'aspect cuisson, tout ça, bien souvent, on va devoir recourir à l'énergie, dans le fond, thermique qui provient du propane versus que de se tourner avec des appareils de chauffage qui vont fonctionner en électricité. Parce qu'évidemment, le chauffage, c'est très demandant au niveau de l'énergie, au niveau des batteries. Puis la densité aussi par rapport au volume d'une batterie versus que d'un volume d'une bonbonne de propane, par exemple. Puis vous avez certains chiffres ici. Là, je peux vous donner un exemple. Dans un cylindre de propane, exemple, on a environ, dans un cylindre d'une livre, on a 21 600 BTU. Fait que dans le fond, si on fait la conversion au niveau des watts-heures, c'est-à-dire c'est une énergie électrique, là, on arrive à des chiffres de 6330 watts-heure. Fait que regardez ici, si je prends ma batterie groupe 27, qui est une batterie moyenne au niveau du VR, on arrive à des chiffres de 1200 watts-heure d'énergie contenue dans cette batterie-là. Fait que c'est énorme le pont entre les deux. Fait qu'évidemment, il faut penser que si un cylindre de propane comme ça, typique pour la cuisson, dure, exemple, 3-4 heures,
bien, ça va nous prendre plusieurs batteries pour avoir la même densité d'énergie. Fait que bien souvent, c'est mieux d'aiguiller, dans le fond, la source d'énergie selon le besoin qu'on a ou l'utilisation. Au niveau des objectifs ou des attentes au niveau du solaire, j'ai regroupé ça dans 3 besoins différents. Soit, dans le fond, la recharge au niveau des appareils portatifs. Ça, dans le fond, souvent, ça va être plus au niveau, justement, du camping de type tente, là, qu'on va avoir des besoins à ce niveau-là. Fait qu'il y a différentes solutions qu'on va parler plus en détail tout à l'heure. Il y a dans le fond aussi une catégorie qui est plus au niveau de l'entretien qu'on appelle des solutions portables. C'est-à-dire que souvent, ces solutions-là, ça va être plus pour les VR en tant que tel, pas vraiment pour les gens en tente, malgré que si les gens font du camping en tente, mais en voiture, on peut se servir aussi de ces solutions-là. Puis évidemment, bien, la dernière catégorie, dans le fond, pour les gens qui ont des VR, soit des roulottes ou des motorisés, bien, il y a dans le fond des super belles solutions permanentes que là, à ce moment-là, on va parler plus de production d'énergie solaire en tant que telle que versus juste de l'entretien ou de la recharge à petit niveau. On va passer à travers ça dans les prochaines diapositives. Donnant des formations d'électricité à la Fédération, bien, souvent, dans le fond, je fais beaucoup d'analogies pour que les gens soient en mesure de comprendre mieux c'est quoi l'électricité, puis tout ça. Puis au niveau d'un système d'énergie solaire, il y a différentes composantes. Fait que c'est pour ça que je vais vous faire un parallèle entre l'eau en tant que telle, puis l'énergie électrique à travers les composantes d'énergie solaire. Fait que dans le fond, au niveau de la source, en haut, dans le fond, on a la portion qui se réfère à l'eau. En bas, on a la portion qui se réfère vraiment au système d'énergie solaire. Bien, dans le cas de l'eau, bien, dans le fond, c'est notre source en tant que telle d'énergie. Au niveau d'un système d'énergie solaire, bien évidemment, la source d'énergie, c'est le soleil. Fait que si on regarde au niveau de l'eau, il y a on peut avoir une bouteille, une gouttière. Dans le fond, ça sert d'élément collecteur de cette énergie-là. Au niveau du système d'énergie solaire, le collecteur, à ce moment-là, ça se trouve à être le panneau solaire en tant que tel, qui soit sous différentes formes, mais ça va être le collecteur d'énergie. Mais ce n'est pas une énergie qui est directement utilisable ou qui va servir à être emmagasinée directement au niveau d'une batterie. Il y a un élément intermédiaire, dans le fond, qui joue le même rôle qu'une valve électrique, qu'une valve à eau, là, dans le fond, de régulation dans un système. C'est le régulateur solaire. Son rôle à lui, c'est d'adapter, dans le fond, l'énergie électrique qui est sous une forme un petit peu plus élevée que les besoins de recharge de la batterie elle-même. Puis, à ce moment-là, le régulateur, lui, il va regarder la production d'énergie au niveau du panneau, le besoin au niveau de la batterie, puis il va interfacer les deux, il va régulariser le courant et la tension électrique vers la batterie, selon son besoin. Fait que si, à ce moment-là, à la même façon qu'un baril d'eau, le baril, pour pas qu'il déborde d'eau, dans le fond, on pourrait fermer la valve. Bien, à ce moment-là, si la batterie est complètement pleine, le régulateur va jouer le rôle de valve électronique pour fermer l'énergie provenant du panneau. Parce qu'on ne peut pas mettre plus que 100% d'énergie au niveau de la batterie. Fait que ça, c'est une idée d'ensemble des différentes composantes ou des couches dans notre système d'énergie solaire. Au niveau du panneau solaire en tant que tel, qui est le collecteur, il y a 3 grandes familles, dans le fond, de technologies. Puis, au fur et à mesure de l'évolution des années, il y a des nouvelles technologies aussi qui s'ajoutent. Mais il y a quand même 3 grandes familles là, qu'on peut déjà délimiter. Dans le fond, la première catégorie de cellules solaires, c'est des cellules qu'on appelle monocristallines. C'est-à-dire qu'au niveau de la fabrication, c'est un cristal plein de silicium. C'est fabriqué dans des salles blanches puis dans un environnement très contrôlé.
D'où le coût aussi quand même élevé de ces technologies-là. Malgré qu'avec les années, avec la progression de la fabrication, de l'adoption de beaucoup d'industries, de l'industrie en tant que telle, aussi des consommateurs, bien, à ce moment-là, les prix vont constamment en baissant à ce niveau-là. C'est une énergie qui se démocratise beaucoup à travers les années. Puis présentement, là, il y a beaucoup de choses de notre quotidien qui est alimenté par l'énergie solaire. La deuxième catégorie, dans le fond, s'appelle la polycristallin. C'est-à-dire que souvent, ils vont prendre les retailles, dans le fond, ou les résidus, entre guillemets, puis il ne faut pas prendre le mot résidu comme étant péjoratif, mais c'est vraiment, au niveau de la fabrication, il y a quand même une certaine perte, une certaine découpe des matériaux pour arriver à nos fameuses cellules. Fait que dans le fond, l'industrie, vu que c'est un matériel qui est quand même assez coûteux à la fabrication, à ce moment-là, ils prennent les retailles, à ce moment-là, de la première catégorie monocristalline, puis ils font un genre de moulage à partir de ça, puis ils vont arriver à des cellules de type polycristallin. Souvent, on va pouvoir reconnaître les deux types de cellules. Le monocristallin est souvent d'une couleur très foncée et uniforme, tandis que la polycristalline, elle, à ce moment-là, vous allez avoir comme un peu l'effet de cristaux, de chamoirés au niveau de la cellule en tant que telle. Fait que ça, c'est au niveau de ces deux cellules-là. La troisième catégorie qui est vraiment utilisée dans certains créneaux précis, c'est la technologie amorphe ou film mince qu'ils appellent. Ces catégories-là, dans le fond, peuvent à ce moment-là être modulées sur différents médiums, entre autres au niveau des panneaux solaires flexibles. Évidemment, je vous dis tout de suite d'entrée de jeu, dans le fond, c'est qu'au niveau de l'efficacité versus une certaine surface, à ce moment-là, ça va de la plus haute efficacité vers la moins efficace à droite. Fait qu'on parle au niveau des panneaux monocristallins d'une efficacité, souvent, il y a des fiches techniques à ce niveau-là. On va parler d'un certain pourcentage d'efficacité versus la surface, toujours en rapport avec notre fameux 800 watts par mètre carré tout à l'heure. Le monocristallin, présentement, dans le marché consommateur, on peut s'attendre à des rendements, dans le fond, en allant de 16 peut-être jusqu'à 22 % d'efficacité environ. Au niveau du polycristallin, c'est sûr qu'avec les années, il y a eu beaucoup une amélioration au niveau de la fabrication. Le fossé de performance vraiment se raffine, se rétrécit vraiment entre le monocristallin et le polycristallin. Fait que le polycristallin en tant que tel, on s'attend peut-être à des performances peut-être environ entre 14 et 18 % environ par rapport à sa surface. Où ça se gâte, c'est au niveau du amorphe, au niveau du film mince. Ça, souvent, on va parler d'une performance vraiment très réduite, c'est-à-dire que ça va prendre une très grande surface pour avoir le même rendement que les deux premières catégories. Fait qu'à ce moment-là, on parle peut-être de entre 5 à peut-être 8 % gros maximum. Fait que c'est moins intéressant, mais dans certaines applications, entre autres au niveau des VR qui ont des toits fortement courbés, puis on va en avoir des exemples tantôt, ça peut être intéressant parce qu'on peut moduler le panneau solaire en étant flexible. Fait qu'à ce moment-là, c'est intéressant. Versus des panneaux qui sont plus rigides, puis on va le voir dans la prochaine diapositive. Fait qu'on a vu les types les technologies de cellules dans la diapositive précédente. Maintenant, on voit les différentes catégories que j'appellerais d'encapsulation. C'est-à-dire que le panneau solaire, normalement, typique, c'est un panneau solaire qui est sous forme rigide. C'est-à-dire qu'il y a un cadre en aluminium, bien souvent.
On ne peut pas le plier. C'est en verre trempé, fait que donc c'est un matériel qui est très robuste, qui est très rigide aussi, pour résister à travers le temps. Fait que c'est quoi les caractéristiques de ces panneaux-là? C'est un panneau quand même qui a une certaine lourdeur. Il est très robuste au niveau de sa construction parce que normalement, les panneaux solaires de type rigide, dans le fond, les manufacturiers donnent des garanties quand même de 25 ans. On peut le retrouver avec des cellules mono ou polycristallins. Dans certains cas, il va y avoir des intégrateurs qui vont intégrer du amorphe aussi, comme on parlait tantôt. Il y a quand même une certaine épaisseur aussi, vu le cadre en aluminium. Par contre, il y a une excellente efficacité. Fait que au niveau efficacité, c'est quand même aujourd'hui la plus élevée à travers les 3 catégories. Il y a une autre catégorie qui a fait son apparition, c'est le semi-flexible. C'est-à-dire que souvent, cette catégorie-là, on va pouvoir la courber dans un seul sens. C'est-à-dire, comme on le voit ici, dans le fond, le profil ici est droit quand même, mais dans l'autre sens, on peut le courber. Fait que ça peut être intéressant pour les VR qui ont des toits profilés avec une certaine rondeur. On va souvent le retrouver sur des bateaux, des voiliers, tout ça, parce qu'on peut même, dans certains cas, marcher sur le panneau. Fait qu'on n'a pas la contrainte de la fragilité de l'autre côté. Beaucoup plus léger, à cause qu'il n'y a pas de verre trempé, il n'y a pas de cadre mécanique en aluminium autour. Il peut se retrouver également dans la catégorie mono-polycristallin aussi, puis en couche, dans le fond, ils peuvent intégrer aussi ça sur des films flexibles, et très mince. Fait que pour des véhicules où l'aérodynamisme est important, qu'on ne veut pas avoir une trop grande résistance au vent, ça peut être intéressant, celui-là. Par contre, par expérience, qu'est-ce que j'aime beaucoup moins de cette technologie, c'est que souvent, c'est les mêmes types de cellules que le rigide, mais c'est l'encapsulation, c'est-à-dire le genre de substrat plastifié qui vont intégrer les cellules à la longue, puis des fois même assez rapidement. On va avoir un phénomène de jaunissement ou de micro-craquelure au niveau de ce substrat de plastique-là. Fait qu'à ce moment-là, ça peut comme dégrader un peu la performance du panneau. Puis il y a un vieillissement quand même visuellement. On dirait que le panneau, il va sûrement moins bien performer. Fait que moi, j'aime moins cette technologie-là par rapport à l'autre à cause de ça surtout. Mais au niveau efficacité, les cellules, c'est le même type de cellules. C'est l'encapsulation, les différentes couches qui sont différentes. La troisième catégorie qui est flexible, bien évidemment, c'est très léger, cellules amorphes, c'est-à-dire très minces, dans le fond peut-être de la même façon que le semi-flexible. L'encapsulation aussi est moins robuste parce que souvent c'est un film, c'est des matières plastiques. Évidemment, avec le soleil, il va y avoir un phénomène de jaunissement, de vieillissement vraiment quand même assez prononcé. Des fois, même dans la première année, j'ai vu des panneaux de ce type-là qui avaient changé d'aspect au niveau du matériel versus que du rigide comme ça, c'est du verre trempé qui est spécialement traité pour l'environnement extérieur. Fait qu'on n'a pas ces problématiques-là. Comme je dis, il y a certaines solutions dans le semi-flexible et flexible qui sont plus adaptées pour des besoins bien spécifiques. Si on a la possibilité, par contre, d'installer du type rigide, on va y aller avec ça. Ensuite, on va parler du contrôleur ou du régulateur solaire. Comme on parlait tantôt, le régulateur, dans le fond, il sert d'élément intermédiaire entre mon collecteur d'énergie puis mon réservoir d'énergie pour le stockage électrique, qui est ma batterie. Fait qu'il va régulariser la tension et le courant selon l'état de la batterie. Puis ça, dans le fond, c'est pour ça que j'ai mis des exemples ici dans ma présentation. On parle de panneaux solaires rigides, flexibles, portatifs. Ici, vous voyez au niveau de la batterie, une batterie de VR standard, 6 volts, on voit un bloc pile lithium-ion pour des usages portatifs, dans le fond, au niveau de la randonnée, au niveau du camping en tente. Mais il y a quand même toujours de la circuiterie électronique au niveau du panneau solaire, même s'il est portatif, pour agir en tant que régulateur.
OK? Il y a deux grandes technologies de régulateurs au niveau de l'électronique, de la façon qui va régulariser la tension électrique. Il y a la technologie qui s'appelle PWM, qui existe, ce principe-là existe partout dans l'industrie pour régulariser des moteurs, tout ça. Fait que dans le fond, cette technologie-là, qu'est-ce qu'elle fait? Le panneau solaire fournit, exemple, un panneau solaire de type 12 volts fournit à peu près entre 18 à 20 volts s'il est exposé au soleil. Évidemment, cette tension-là est trop grande pour être tout de suite acheminée à la batterie, parce que sinon la batterie aurait un phénomène de surcharge. Fait que le régulateur, il est là pour diminuer, absorber, dans le fond, le surplus de tension, dans le fond, vers la batterie. Parce qu'une batterie 12 volts, ça lui prend normalement environ entre 13,5 et 14,5 volts pour avoir une bonne recharge. Fait qu'à ce moment-là, on a comme un bon 5 volts environ à absorber. Puis c'est qu'est-ce qui va faire le régulateur PWM? Lui, il va tout simplement avoir une perte de tension, puis au final aussi, il va avoir une perte de puissance associée à ça. Fait qu'à ce moment-là, il va avoir une perte d'efficacité. C'est-à-dire que si j'ai un panneau solaire de 100 watts, je passe à travers mon régulateur PWM vers ma batterie, il va peut-être me rester, dans le fond, dans les meilleures conditions, peut-être un 65-70 watts, peut-être dans les meilleures conditions. Fait que beaucoup moins efficace. Il y a eu des belles avancées à ce niveau-là, au niveau des régulateurs qui appellent MPPT, qui se réfèrent à Maximum Power Point Tracking. Évidemment, ces régulateurs-là, vu qu'il y a une électronique plus avancée, tout ça, c'est une construction un petit peu plus complexe, il va avoir un prix qui est beaucoup plus coûteux, dans le fond, que la technologie PWM, qui, elle, est quand même pas mal abordable et répandue. Qu'est-ce que ça permet de faire? On parlait tantôt d'une perte d'efficacité avec la technologie PWM. Avec la technologie MPPT, on peut récupérer environ, dans les meilleurs cas, on a une efficacité accrue entre 30 à 40 %. Puis la plus grosse différence entre les deux également, c'est que ça nous permet d'avoir des panneaux solaires de beaucoup plus haute tension que des panneaux 12 volts standards. C'est-à-dire que la tension panneau versus la tension au niveau des batteries est complètement indépendante. Fait que dans le fond, il y a une conversion qui va se faire au niveau de l'électronique du régulateur MPPT pour permettre de vraiment... Lui, il ne gère pas tout simplement une chute de tension, il va gérer une puissance. Fait qu'à ce moment-là, il va avoir quand même, je vous dirais, au-delà du 95 % d'énergie de transférer à partir de votre panneau, ce qui n'est pas le cas avec le régulateur standard. On passe maintenant à la batterie, qui est l'accumulateur. Fait que batterie, baril d'eau, c'est notre réserve d'énergie dans notre VR. Ça se présente sous différents formats. Si on commence par parler des solutions portatives, dans le fond, il y a des belles solutions à ce niveau-là, surtout pour les gens justement qui font du camping en tente ou même du camping avec le sac à dos, tout ça en randonnée. Dans le fond, il y a des belles solutions de stockage qui sont vraiment pas très grosses. Bien souvent, c'est environ gros à peu près comme un téléphone cellulaire. Il y en a même des fois qui vont intégrer toutes les trois composantes ensemble, c'est-à-dire le panneau solaire lui-même, le régulateur puis la batterie dans un seul appareil. Fait que ça peut être super intéressant, super compact à apporter. Évidemment, bien, pas les besoins, mais le rendement énergétique va être beaucoup moindre parce que c'est une solution assez compacte, mais si c'est pour des besoins de recharge vraiment minimalistes, ça peut être super intéressant. Souvent, ces appareils-là vont avoir soit des sorties
USB 5 volts, fait que directement utilisable avec la plupart des appareils portatifs. Ou sinon, il y en a d'autres aussi qui ont des sorties 12 volts. Fait qu'à ce moment-là, ça va nous permettre même de recharger des batteries plus standards de VR ou alimenter des appareils 12 volts qui sont aussi très répandus. Certains plus gros appareils, comme celui-là ici, qui sont format un peu boîte à lunch, là, si je pourrais si je pourrais, dans le fond, m'exprimer ainsi, c'est il y a des modèles qui ont des onduleurs, des prises USB, des prises 12 volts, tout ça. Fait que ça, c'est pour des besoins peut-être un petit peu plus demandants. Là. Exemple, ceux qui font de la photographie ou du film en plein air, tout ça, ça peut être des solutions super intéressantes parce qu'on a à peu près tous les types d'énergie disponibles. C'est quand même compact. Avec l'amélioration aussi au niveau de la technologie des batteries. Il y a beaucoup de lithium-ion, fait que la densité d'énergie est vraiment au rendez-vous. Le poids est vraiment très léger au niveau de ces blocs piles-là. Fait que ça peut être super intéressant aussi comme solution. Il y en a pour tous les goûts. Maintenant, on va dans des solutions un petit peu plus volumineuses qui sont plus adaptées au niveau du VR, vu les demandes énergétiques plus élevées au niveau de ces véhicules-là. Dans le fond, il y a deux, peut-être, moi je vais décrire deux types de technologies là, qui sont présentes. Là. Il y en a d'autres qui existent, entre autres comme le lithium-ion, mais ils sont moins répandus à cause des coûts élevés pour l'instant. Mais il y a deux gros types de technologies de batterie. Au niveau du VR, soit des décharges profondes et aussi des batteries marines acide plomb. Fait que ça, c'est la première catégorie, dans le fond, de batterie à ce niveau-là, qui requiert quand même un certain entretien. Il y a la deuxième catégorie qui, elle, qui s'appelle AGM. C'est une technologie de batterie, dans le fond, qui a beaucoup d'avantages, entre autres au niveau de la capacité de réserve, la capacité à redonner de l'énergie, puis également, la grosse avantage, c'est que la batterie peut même être installée au niveau de l'habitacle du VR, parce qu'elle ne dégage pas de gaz corrosif ou nocif ou d'hydrogène qui peut être explosif. Puis ça, c'est le cas de ces deux, la première catégorie, dans le fond, des batteries acide plomb. Fait que ça peut être intéressant, même... ils peuvent être installés sur le côté, ils peuvent être vraiment en dessous d'un divan, en dessous d'un armoire, tout ça dans le VR. Fait que ça peut être intéressant, la technologie AGM. Où est-ce que ça se garde? C'est au niveau du prix. Bien souvent, c'est des technologies qui coûtent environ de 2 à 4 fois plus que l'équivalent décharge profonde acide plomb standard de VR. Fait que dans le fond, les technologies avancent, tout ça. Puis là, maintenant, il y a même certains manufacturiers qui intègrent du lithium-ion au niveau de la batterie en tant que telle du VR. Évidemment, souvent, c'est des solutions beaucoup plus dispendieuses, mais qui sont disponibles, beaucoup plus légers, plus compacts, plus denses d'énergie. On parlait tantôt de densité, bien, ça évolue constamment. L'affaire qui est importante de voir au niveau du système d'énergie solaire, bien évidemment, souvent, au niveau de l'énergie solaire, on va devoir augmenter, dans le fond, la capacité en tant que telle du stockage d'énergie. OK? Fait que souvent, on va augmenter le nombre de batteries, on va changer de format aussi. Évidemment, bien, il faut faire attention à l'installation, au positionnement, puis à la fixation des batteries, puis à l'emplacement aussi dans le VR. Porter une attention particulière au niveau de la protection puis du câblage pour qu'il soit de calibre adéquat. Évidemment, bien, si on parle de cette catégorie-là, acide plomb, au niveau de l'entretien également, puis aussi l'utilisation qu'on va en faire, c'est-à-dire la profondeur de décharge. Normalement, on n'utilise pas plus de 50 % de la capacité de la batterie. Je vous donne un exemple. Si j'ai une batterie dans mon VR de 100 ampères-heure, on va se limiter au niveau de notre usage à 50 ampères-heure, c'est-à-dire la moitié, pour ne pas trop solliciter la batterie, ne pas trop emprunter sur son cycle de vie
parce que si on la décharge complètement à zéro à chaque week-end ou à chaque utilisation, la batterie va vraiment se dégrader très rapidement, surtout dans la catégorie acide plomb. Au niveau de l'entretien, il y a deux grandes catégories, puis je peux en rajouter, là, mais j'ai simplifié un petit peu pour les besoins de la présentation. Il y a deux choses qu'il faut absolument que l'usager porte une attention particulière à l'entretien de ses batteries. Puis ça, c'est variable selon la technologie de batterie qu'on va avoir. Si je vais avec la technologie acide plomb, il va y avoir deux choses qui vont être vraiment très importantes. L'aspect de la recharge ici, OK, qui peut se faire de différentes façons au niveau du VR en tant que tel. En premier lieu, normalement, les véhicules tracteurs de ces véhicules-là vont avoir une prise 7 brins qui va permettre, si c'est intégré par le manufacturier ou que l'installation a été faite, de prendre l'énergie de l'alternateur pour recharger la batterie de notre VR tracté à l'arrière. OK? Ça, c'est une première avenue. Chargeur d'entretien, c'est-à-dire pendant la saison morte, de vraiment faire attention d'avoir quand même une charge d'entretien au niveau de la batterie pour ne pas qu'elle se décharge et qu'elle s'endommage pendant la saison d'hiver. Troisième moyen de recharger, c'est évidemment par le convertisseur ou le panneau électrique, dans le fond, au niveau de notre VR. On va pouvoir recharger les batteries du VR si on est branché à une prise de courant domestique. Quatrième avenue, puis là, ça devient plus intéressant par rapport au sujet justement qu'on traite, c'est que l'énergie solaire peut éliminer les trois premiers, si on veut. Si on a un système quand même d'une bonne envergure, qu'on est conservateur au niveau de notre consommation énergétique, on peut devenir complètement autonome. Fait que c'est pour faire un survol un peu que la charge au niveau des batteries, c'est très, très, très important. Il ne faut vraiment pas négliger cet aspect-là. Deuxième aspect super important, surtout pour les gens qui ont des VR avec des batteries de type acide plomb, ces batteries-là nécessitent de l'entretien de votre part. Ce n'est pas un bloc que vous oubliez pendant 5 ans puis qu'on n'a rien à faire. On va devoir regarder de façon périodique, normalement peut-être à tous les mois, le niveau d'électrolyte au niveau de la batterie. Parce qu'il y a un phénomène d'évaporation au niveau des cellules avec l'utilisation, avec la recharge, tout ça, avec la température. Fait que c'est important de garder un niveau d'électrolyte adéquat. Dans notre cas, dans le fond, on va vraiment obligatoirement remplir les cellules avec de l'eau distillée pour ne pas affecter les cellules ou interagir avec le matériel à l'intérieur de la batterie. Il ne faut surtout pas mettre de l'eau du robinet. Il contient du chlore, des minéraux, toutes sortes de choses qui vont être néfastes au niveau des cellules de batterie. Évidemment, il va y avoir aussi certains besoins de nettoyer au niveau des bornes, au niveau du compartiment batterie, parce qu'évidemment, vu qu'il y a des vapeurs acides à ce niveau-là, il va y avoir des dépôts qui vont se créer au niveau des pôles de batterie, au niveau du dessus, au niveau du compartiment où sont les batteries, s'il y en a plusieurs. Fait qu'à ce moment-là, il faut nettoyer mécaniquement avec une brosse, souvent en acier, et avec du bicarbonate de soude. Fait qu'on fait un genre de pâte pour nettoyer à ce moment-là les éléments de la batterie. Puis, dans certains cas, avec la batterie qui va avancer en âge, il va y avoir des phénomènes souvent de déphasage au niveau des cellules. On va devoir à ce moment-là, si on a des problèmes de performance au niveau de nos batteries ou de façon peut-être périodique à tous les ans, vérifier la densité de l'électrolyte pour s'assurer qu'à travers toutes les cellules de la batterie, les cellules sont comme au même diapason. À ce moment-là, il y a différentes procédures qu'on peut faire, des charges spéciales d'égalisation pour remettre au diapason les cellules d'une même batterie.
Fait que c'est les deux grandes catégories d'entretien qu'on doit faire au niveau des batteries. Évidemment, la première est indispensable pour toutes les technologies de batterie, que ce soit du acide plomb, de l'OGM, du lithium-ion, c'est le même phénomène. L'énergie qui est emmagasinée dans la batterie, au fur et à mesure qu'on la prend, il faut redonner cette énergie-là à la batterie d'une façon ou d'une autre. Maintenant, au niveau de l'installation des solutions portables et portatives, il y a différentes façons de faire, puis il y a différents appareils, dans le fond, qu'on peut alimenter avec ça. Souvent, les solutions portatives, dans le fond, on va les avoir sous forme d'un genre de tapis qu'on replie sur lui-même, qu'on va pouvoir mettre dans un sac à dos, exemple, ou dans la voiture. C'est vraiment très compact. On va pouvoir, recharger, dans le fond, notre bloc pile à partir de ces panneaux-là, si on est en séjour en camping, ou sinon, on peut prendre de l'avance. On peut recharger déjà, soit dans la voiture ou avec une prise, dans le fond, électrique à la maison. On peut recharger notre bloc pile pour que notre réserve d'énergie soit déjà pleine avant qu'on ait notre séjour en camping. Fait que ça peut être des sources d'alimentation au départ. Puis par la suite, notre bloc pile va pouvoir alimenter plein de choses, souvent des sorties USB, des sorties 12 volts dessus. Dans certains cas, on va pouvoir alimenter tous les appareils portatifs, les téléphones, les iPads, recharger certaines lampes frontales, des lumières de vélo, des GPS, des radios portatifs. Même ici, il y a une technologie, dans le fond, de réchaud qui permet soit le bloc pile, dans le fond, souvent dans ces appareils-là, vont avoir un ventilateur qui va alimenter la combustion du feu. Puis il va même avoir, dans certains cas, certains modèles qui ont un élément qui va récupérer la chaleur puis qui va la convertir en électricité. Fait que ça, c'est quand même super intéressant. C'est quand même assez nouveau. Je ne l'ai pas testé personnellement, mais j'ai quand même fait beaucoup de lectures à ce niveau-là. Fait que ça peut être des solutions très intéressantes. Évidemment, pour des fanals aussi, des lanternes, on va pouvoir les recharger maintenant avec les nouvelles lanternes qu'il y a sur le marché. Au niveau des solutions de panneaux en tant que tels, il y a des panneaux de type pliant rigide qu'on va avoir sous forme de valise. À ce moment-là, c'est que souvent, on va avoir une, deux, trois sections. Même, il y en a des fois qui ont plus de sections que ça. Qu'est-ce qui est intéressant de ces solutions-là, c'est que ça va être une solution intégrée. C'est-à-dire que le régulateur, souvent, va être déjà installé en arrière du panneau. Puis la sortie, dans le fond, vers votre VR va être directement 12 volts pour pouvoir recharger la batterie de VR. Le gros avantage de ces solutions-là, c'est la possibilité de déplacer votre panneau où est le soleil, versus, exemple, une solution plus permanente qu'on va voir dans la prochaine diapositive. Mais évidemment, bien, vu que c'est une solution portable, ça va demander quand même un certain espace cargo. C'est quand même bien protégé. Là. Souvent, il y a des étuis en néoprène, tout ça bien protégé, parce qu'évidemment, c'est fragile, c'est du verre. Fait que ça peut être des solutions bien intéressantes, même des fois pour des gens qui ont des solutions d'installation permanente. Ils veulent avoir une installation auxiliaire. Fait que si jamais il y a de l'ombrage au niveau de leur site de camping, avec une solution comme ça, portable, ils peuvent déplacer leur collecteur solaire pour aller chercher l'énergie où elle est. Fait que ça, c'est bien intéressant. Aussi, pour le côté plus tente, côté sac à dos, ceux qui font du trekking, de la randonnée pédestre, ça peut être intéressant dans le fond, puis les puissances sont quand même assez élevées par rapport au côté portatif. Ça se présente sous format de feuilles un peu qu'on va pouvoir replier un sur l'autre. Il y a des étuis quand même assez robustes à ce niveau-là. Il y en a aussi qu'on va même pouvoir accrocher au niveau d'un sac à dos. Fait que pendant notre randonnée, la recharge de nos appareils va se faire.
Fait que c'est des solutions bien intéressantes. Ici, on voit l'exemple d'une tente là, avec justement le panneau solaire pliant souple qu'on met sur la surface de tente. Fait que c'est comme notre toit de tente devient, dans le fond, comme notre toit de maison pour des solutions permanentes. Fait que c'est très intéressant. Il y a beaucoup de formats différents aussi dans cette catégorie-là. Au niveau des installations, des solutions portatives et portables, on a un bel exemple ici d'une intégration sur un sac à dos, dans le fond d'un panneau solaire pliant. Très intéressant. Ici, on voit une tente, évidemment, avec un panneau solaire un petit peu plus volumineux que le sac à dos, là, qui va nous permettre de collecter plus d'énergie. Fait que ça, on va pouvoir le déplacer, dans le fond, au gré du soleil pendant la journée aussi. Souvent, les panneaux solaires, par défaut, comme ça, portatifs, vont avoir une sortie USB. Fait qu'à ce moment-là, on va pouvoir recharger soit nos appareils portatifs directement ou bien recharger notre bloc pile aussi portable. Fait que même pendant des journées plus nuageuses, on va être en mesure également d'avoir une énergie qui va être stockée au niveau de notre bloc pile. Il y a certains panneaux aussi solaires de ce type-là qui ont des sorties vers des batteries plus volumineuses qui sont en 12 volts aussi, pour des batteries plus grosses que des blocs piles. Ici, au niveau des solutions portables, comme que je parlais dans la diapositive précédente, bien souvent, si on a des véhicules des fois moins volumineux, puis même ça peut être le cas là, d'un véhicule un petit peu plus gros, comme on voit dans l'image ici, le panneau solaire pliant portable, dans le fond, il peut être intéressant parce qu'évidemment, on peut le déplacer au cours de la journée pour suivre un peu le rayonnement solaire. Et aussi, on peut l'incliner. Qu'est-ce que souvent, au niveau du panneau solaire permanent qu'on va voir dans les diapos suivantes, souvent, ça va être des panneaux à plat qui sont fixes. Puis, quelque chose qui est intéressant aussi, il y a quand même un bel effort qui est fait au niveau de l'intégration de certains manufacturiers. Ils vont avoir des ports de type recharge solaire déjà de la compagnie. Fait que souvent, ils vont pouvoir s'interfacer directement avec ces solutions de panneaux portables-là. Fait que ça, dans le fond, ça facilite un peu l'intégration au lieu d'avoir à enlever le boîtier de batterie, tout ça, puis de se connecter avec des genres de pinces. Bien, c'est directement un connecteur qui va s'en aller sur le côté droit, normalement, avant de ces véhicules-là. Même si, dans le fond, votre véhicule n'en est pas équipé, ces connecteurs-là peuvent très bien s'installer après coup, puis les manufacturiers en question vendent séparément ces solutions-là, puis ça s'installe très bien. L'avantage principal, c'est au niveau de la manipulation. Dans le fond, vous branchez directement comme si c'était dans une prise de courant normale, mais c'est une prise qui est adaptée à la recharge, puis ça s'en va vers le circuit électrique et la batterie de votre VR. Fait que ça peut être bien intéressant. Au niveau maintenant des installations de solutions plus permanentes au niveau du véhicule, souvent ces solutions-là, dans le fond, on va le voir dans les prochaines diapos, mais je voulais voir avec vous en premier lieu, c'est quoi les défis qu'on va avoir qu'on va faire face au niveau des véhicules récréatifs en tant que tels ou des roulottes ou des tractés en tant que tels. Il y a un phénomène qui va arriver selon le type de véhicule qu'on a. Il y a différents appareils qui vont faire un certain drainage ou une certaine consommation de façon plus ou moins continue au niveau de notre VR. Il y a évidemment la portion radio, horloge, dans le fond, souvent va avoir un petit courant de drainage au niveau de notre véhicule récréatif. À la longue, au nombre des heures, au nombre des journées, même si vous n'utilisez pas votre VR, ça va drainer la batterie au niveau du VR en tant que tel. Beaucoup d'appareils au gaz également, que je pense au frigo, entre autres, que si votre frigo fonctionne, oui, la source principale d'énergie, c'est le gaz propane pour le mode propane du frigo, mais il va devoir avoir quand même une certaine portion d'énergie pour alimenter ces appareils-là.
énergie électrique, je parle bien. Pour ceux qui ont des motorisés, évidemment, bien, la batterie moteur, elle, va avoir un certain drainage par le module de gestion moteur. Les différents détecteurs propane, monoxyde de carbone, ça aussi, ça va être un consommateur d'énergie quand même pas très rapide, mais sur le nombre de jours quand même assez important. Différents voyants également. Dans le VR, le booster d'antenne qu'on appelle pour la télévision aussi également. Si vous le laissez allumer, vous n'en servez pas, va drainer de l'énergie. La batterie elle-même du VR, que ce soit au niveau maison, au niveau moteur, va avoir une certaine autodécharge. Même si vous utilisez vos coupes batterie, ça va consommer quand même, la batterie va s'autodécharger s'il n'y a pas de recharge qu'on y apporte. Évidemment, gros consommateur, l'onduleur. Si on ne fait rien avec l'onduleur, normalement, on le coupe le courant dessus pour pas que ça draine les batteries. Bon, avant de parler justement d'une installation permanente, souvent il va y avoir quand même une prise de conscience, un bilan énergétique qu'on va faire pour dire, bien, notre solution solaire, est-tu assez volumineuse? Notre réserve d'énergie batterie est-tu assez volumineuse par rapport à notre consommation électrique? Fait que c'est là qu'à un moment donné, on va tout aligner dans le fond nos consommations. On va en premier lieu un peu savoir les différents appareils, combien de courant en ampères que ces appareils-là consomment. On va à ce moment-là déterminer combien qu'on a de ces appareils-là, évidemment. Combien d'heures par jour on va utiliser ces appareils-là. Puis à ce moment-là, on va avoir ce qu'on appelle des ampères-heures. OK? Fait que, comme on parlait précédemment, si j'ai une batterie de 100 ampères-heure, puis que, dans le fond, le chiffre magique, c'est 50 d'utilisation pour ne pas trop solliciter la batterie à travers le temps, bien, toutes ces additions-là de consommation vont aller très rapidement. Fait qu'à ce moment-là, c'est là qu'on va s'apercevoir qu'il y a certains appareils peut-être moins prioritaires qu'il va falloir délaisser. Je pense entre autres à tout ce qui est énergivore, souvent. Ça, c'est selon toujours l'ampleur de votre installation solaire. Tout ce qui est micro-ondes, grille-pain, cafetière, séchoir à cheveux, fer à friser, bien souvent, ça va demander beaucoup d'énergie parce que c'est de l'énergie de chauffage. Fait qu'à ce moment-là, ça va demander un stockage d'énergie assez volumineux parfois, puis évidemment une solution solaire pour remettre cette énergie-là au niveau de notre stockage. Fait que c'est une prise de conscience qu'on doit faire aussi au niveau du système d'énergie solaire. Il y a quelque chose, peut-être que, évidemment, après qu'on a pris conscience un peu justement que l'énergie n'est pas infinie dans un système d'énergie autonome, moi, il y a quelque chose qui fonctionne très bien au niveau du calcul de l'ampleur du système d'énergie solaire. Puis ce n'est pas absolu, mais ça fonctionne très bien au niveau à travers les années. C'est que si on respecte un certain barème si on a, exemple, une réserve de batterie de 1 ampère-heure, on va associer ça à 1 watt au niveau des panneaux solaires. Fait que ça, on va appeler ça, moi j'appelle ça un facteur de 1.0, c'est-à-dire du 1 pour 1. Si, dans le fond, notre budget est un petit peu plus limité ou des fois notre VR ne nous permet pas d'installer très gros, ça se peut que notre facteur descende en bas de 1. Puis si on a un VR, qu'on a beaucoup de surface au niveau du toit, qu'on a beaucoup d'espace au niveau batterie, bien, on peut très bien bonifier ce facteur-là à 1.5 à 2.0 pour, dans le fond, récupérer notre énergie plus rapidement au niveau de notre système. Fait que ça, cette règle-là, dans le fond, à travers les années que moi j'installe ces genres de systèmes-là, ça va très bien. Puis, dans le fond, les gens, ça leur permet d'avoir une bonne autonomie. Au niveau des solutions permanentes, c'est super important le côté installation, le côté intégration. Il y a beaucoup de gens, des fois, à travers l'industrie, qui vont s'improviser, ou si vous voulez le faire de votre côté, là, par vous-même, il y a quand même certaines règles qu'il faut respecter, parce qu'évidemment, bien, quand on parle de solutions permanentes, il faut quand même des fois
percer le toit dans certains cas, sceller certaines fixations qu'on a faites pour ancrer nos panneaux. OK? Évidemment, acheminer les fils à travers le toit jusqu'à l'habitacle ou jusqu'au contrôleur solaire, jusqu'aux batteries. Au niveau du câblage, bien, il y a une certaine portion qu'on va devoir calculer, qu'on va devoir protéger. Puis évidemment, bien, le scellant adéquat selon le type de surface de toit qu'on a à faire. Très, très important, la mise en œuvre de tout ça pour ne pas endommager votre VR, puis qu'aussi que ça soit sécuritaire au niveau du fonctionnement. Un petit mot rapide, parce qu'on a souvent la question, les gens des fois ont une certaine confusion à ce niveau-là. Il y a un appareil, dans le fond, qu'on peut ajouter au niveau des systèmes d'énergie solaire pour nous permettre, dans le fond, d'avoir du courant alternatif. Dans le fond, c'est l'onduleur. L'onduleur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'énergie du courant continu 12 volts, puis il va en faire du courant alternatif 120 volts. OK? Il y a deux grandes technologies sur le marché, soit du sinus pur ou du sinus modifié. Sinus pur, dans le fond, c'est analogue à Hydro-Québec. Ça veut dire que tous vos appareils, normalement, vont pouvoir fonctionner de façon transparente. Il n'y aura aucune différence au niveau de leur fonctionnement. Par contre, si vous avez un onduleur de type de sinus modifié, qui est sur le marché très répandu, je vous dirais qu'environ 85 % des appareils ne verront pas la différence, mais il y a un petit 15 % environ. Je pense souvent aux chargeurs de batterie d'outils portatifs. Des fois, s'il y a des appareils avec des moteurs à l'intérieur, tout ça, ça va être plus problématique. Fait que si vous ne voulez pas avoir de problème à ce niveau-là, vous y allez avec le sinus pur. En bref, c'est ça que je peux vous dire à ce niveau-là. Différents niveaux. Il y a des modèles d'onduleurs qui s'installent de façon permanente. Il y en a qui sont plus portatifs, qu'on va brancher dans l'allume-cigarette. Fait que ça aussi, ça peut être des solutions intéressantes pour des besoins plus modestes à ce niveau-là. Un autre appareil qui, lui, fait partie de pas mal toutes les VR en tant que telles, c'est le convertisseur. Le convertisseur, lui, fait le contraire de l'onduleur, c'est-à-dire qu'il part, dans le fond, de l'énergie du 120 volts alternatif au niveau du réseau, puis il va convertir ça en 12 volts courant continu pour être en mesure d'alimenter les appareils 12 volts qui est au niveau de votre VR. Et aussi, faire une certaine maintenance au niveau une recharge au niveau de la batterie. Il y a différentes solutions qui peuvent nous aider, dans le fond, à augmenter encore plus notre autonomie, dans le fond, avec le solaire. C'est qu'en étant plus efficace, moi, j'ai décrit ça dans 3 catégories. Première catégorie au niveau de l'éclairage. Il y a beaucoup de VR aujourd'hui qui vont avoir des technologies d'éclairage au DEL. Si vous n'en avez pas dans votre VR, c'est des choses que vous pouvez remplacer à certains endroits ou en totalité au niveau de votre VR. En bref, l'éclairage au DEL, environ un facteur d'efficacité de consommation d'énergie de 10 pour 1, c'est-à-dire que versus un éclairage standard. Ça peut être bien intéressant. Il y en a sous plusieurs formes. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a beaucoup de choses aussi qu'on peut faire au niveau de l'efficacité énergétique, au niveau de la ventilation et du chauffage. C'est-à-dire que oubliez l'air climatisé avec un système d'énergie solaire pour le VR parce que ça demande une capacité de réserve trop grande. Fait que souvent, on va falloir se tourner vers d'autres solutions, soit la ventilation naturelle avec les fenêtres, avec les dômes. Puis au niveau du chauffage, versus que d'utiliser la fournaise intégrée dans votre VR, bien, il y a des solutions de chauffage catalytique qu'on appelle, qui ne nécessiteront pas d'énergie au niveau de la batterie. Fait que ça peut être aussi intéressant. Évidemment, bien, ces solutions-là, il faut appliquer les règles de sécurité. C'est un appareil de propane qui est à l'intérieur. Fait que bien lire le manuel avant d'intégrer ces solutions-là. Puis aussi, il y a des solutions au niveau des
de la plomberie au niveau des systèmes d'eau qui vont économiser vos réservoirs d'eau, parce que c'est beau économiser l'électricité, tout ça, mais si votre réservoir a une certaine capacité, à ce moment-là, le fait de consommer moins d'eau va vous permettre d'avoir une autonomie accrue dans le temps. Au niveau de la planification, moi, une des premières choses que je vais demander aux gens qui m'approchent, là, parce que je suis installateur, dans le fond, de ces technologies-là, je vais leur demander, dans le fond, de faire un croquis sommaire du toit pour avoir une idée, c'est quoi les zones libres qu'on a pour installer ces fameux panneaux rigides qu'on ne peut pas plier, qu'on ne peut pas couper, de prendre une photo, de prendre des dimensions. Puis là, à ce moment-là, ça va nous permettre d'évaluer c'est quoi le potentiel de nombre de panneaux et dans le fond, de capacité solaire qu'on peut installer sur un VR donné. Puis chaque VR, c'est un cas de figure différent. Fait que c'est vraiment une étape super importante pour dire, bien, dans le fond, si vous allez acheter votre matériel sans avoir mesuré, là, ça se peut que quand vous arrivez pour faire la mise en œuvre, ça ne fonctionne pas. Différents obstacles, des airs climatisés, des antennes, des ventes de ventilation, des ventes de plomberie, des puits de lumière pour la salle de bain. C'est tous des obstacles pour l'installation de panneaux en tant que tel. Fait qu'on en a un exemple ici, là, antenne, air climatisé, puis on voit le panneau. Fait qu'on ne peut pas l'intégrer où on veut nécessairement. Fait que ça, cette étape-là, c'est très, très, très important dans la planification de notre solution solaire. Quelques exemples de projets, dans le fond, que j'ai réalisés ou qui se font dans l'industrie. Ici, on voit dans un classe C, on a quand même une belle grandeur de disponible au niveau du toit. Fait que panneau solaire de 250 watts avec un contrôleur MPPT, comme tantôt on parlait. Éclairage ODEL déjà dans le véhicule. J'ai intégré un onduleur de 2000 watts à l'intérieur. Puis on a rajouté de la capacité batterie avec 2 batteries 6 volts versus qu'avant ça, il y avait 1 ou 2 batteries de grandeur 27. Puis ici, on voit les petits bouchons Watermizer qui sont des bouchons là, qui permettent une retenue de l'eau au niveau des batteries 6 volts, entre autres. Quand même une très belle solution. Solution semblable, mais au niveau d'une caravane à sellette, un petit peu le même genre de matériel. Évidemment, au niveau d'une caravane à sellette, bien souvent, sont assez volumineuses. Fait qu'à ce moment-là, l'espace de toit dans ce genre de véhicule-là, c'est intéressant parce qu'on peut quand même installer beaucoup de puissance solaire, là, je vous dirais jusqu'à peut-être au-dessus de 1000 watts, si vraiment quelqu'un veut s'équiper là, pour être autonome vraiment avec beaucoup d'appareils. Un autre projet intéressant, ça c'est une photo d'un manufacturier, c'est la compagnie Safari Condo qui fabrique la roulotte Alto, qui est en forme de goutte d'eau un peu. La compagnie offre en équipement, dans le fond, ou en option, des genres de tapis flexibles. C'est les fameux panneaux, dans le fond, flexibles qu'on parlait. Fait qu'à ce moment-là, ça n'affecte pas l'aérodynamisme du véhicule. Puis quand même, sur ce type de roulotte-là, c'est très élégant parce que ça fait partie quasiment du toit en tant que tel. Déjà, les VR sont quand même super bien équipés au niveau de cette catégorie-là avec des DEL, tout ça. Mais évidemment, vu que c'est une roulotte ultra légère, il faut faire attention si on rajoute des batteries. L'espace cargo est quand même limité. Fait que c'est ça qui termine notre présentation. Fait que si jamais s'il y a des questions, tout ça, on va pouvoir lui répondre. Puis merci de découvrir ce merveilleux monde qui est l'énergie solaire en VR.